Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pour commenter l'actualité ce matin, avec nous sur le plateau, Maître Pierre-Richard Casimir, ancien ministre de la Justice et également ancien ministre des Affaires étrangères. Monsieur Casimir, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Wendell, d'être avec vous sur le plateau ce matin, de commenter avec vous l'actualité. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Métropole, mais il m'est agréable ce matin de vous rejoindre. Et c'était un choix de ne pas venir, disons, de ne pas intervenir dans les médias? C'était un choix calculé? Bon, lorsque vous avez été ministre, il vous a fait un certain nombre d'obligations. Celle de réserve, par exemple. Vous avez été en charge de responsabilité de l'État et il a une attitude à adopter par rapport aux gens qui vous ont succédé. Et il était important pour nous de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité et de retourner au devant de la scène pour partager avec les auditeurs le vécu qu'on a eu comme homme d'État et comme professionnel. Et un ancien ministre vit comment en Haïti? D'ailleurs, il y a une perception quand vous êtes ministre. Il y a une façon, on vous voit d'une façon, et quand vous n'êtes plus ministre, vous vivez comment? Bon, je dirais... Quand les projecteurs ne sont plus braqués sur vous, et la vie normale... Ça varie d'une personne à une autre. Il y a un certain nombre de gens qui ont eu un parcours professionnel et la fonction de ministre demeure une parenthèse dans leur vie. Ils sont appelés à occuper des fonctions importantes et ils mettent leur savoir qu'ils auront emmagasiné toute la période de leur carrière au service de l'État. Et à ce moment-là, pour beaucoup d'entre eux, ils retournent à leur vie normale, à leur vie civile, et ils reprennent leurs activités professionnelles. C'est mon cas, puisque quand bien même je suis resté une dizaine d'années dans la fonction publique, mais j'avais été avocat avant, j'avais déjà accumulé un certain nombre d'années dans la profession d'avocat. Je suis retourné dans la profession d'avocat après la politique. Mais pour certains d'entre eux qui ont été des fonctionnaires, accepter des fonctions de ministre, c'est accepter de mettre certainement et leur savoir au service de l'État, mais il y en a qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles parce que automatiquement qu'ils aient accepté d'occuper cette fonction, et le fait par eux d'avoir été au plus haut timon des affaires, et il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent plus faire puisque la fonction vous suit, et ils ont des difficultés à se réinsérer dans la vie parce qu'ils sont surqualifiés, parce que quand ils vont appliquer pour une fonction, le fait d'avoir été ministre, ils sont surqualifiés et ils ont des difficultés à faire face au quotidien. Les privilèges ne manquent pas, parfois? Eh bien, les privilèges sont liés à la fonction, parce que lorsque vous occupez certaines fonctions, ça va avec la fonction et non avec la personne. Ça ne vous arrive pas, M. Casimir, de chercher vos agents de sécurité? Moi, j'ai toujours compris que c'était une parenthèse et que je m'étais toujours dit que cette parenthèse allait être fermée un jour. Parce que lorsque vous occupez une fonction, vous disposez d'agents de sécurité, vous êtes ciblé parce que vous occupez la fonction et non la personne qui est ciblée. Donc, il vous est loisible de reprendre la vie commune parce que vous n'êtes pas beaucoup plus que les autres citoyens. C'est la fonction que vous occupez qui est importante. Parce que moi, j'avais étudié quand j'étais à la faculté de droit. Si, par exemple, il y a un malheur qui est arrivé à un homme politique, automatiquement, ça devient un acte politique. Même si ça devrait avoir un autre mobile, mais si vous n'êtes plus dans la fonction. Donc, c'est la personne privée qui est visée. Je voudrais avoir vos commentaires sur cette décision prise récemment par l'équipe en place. Je veux parler de cet arrêté adopté en Conseil des ministres dans lequel on n'accordera plus de privilèges ou d'avantages à des anciens
président non issu de suffrage universel direct. Vous avez des commentaires par rapport à cette décision? Oui, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, dans les médias, les réactions de gens par rapport à cet arrêté. Je dois vous avouer que moi, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué pour la simple et bonne raison que j'étais à l'intérieur au moment où on avait pris l'arrêté de 2015. Et l'arrêté 2015 avait été pris dans un contexte particulier. Et à ce moment-là, il y avait un tollé. Et il y avait un tollé qui a été soulevé et cet arrêté n'avait pas été bien vu. Mais quels étaient les mobiles de cet arrêté? Cet arrêté visait essentiellement à mettre en situation des gens qui ont occupé les plus hautes fonctions, particulièrement les chefs d'État, les premiers ministres, les ministres. Il y a un certain nombre de besoins qu'on voulait mettre, qu'on voulait résoudre. On voulait apporter un certain nombre de moyens aux anciens chefs d'État parce que quelqu'un qui a occupé la plus haute magistrature de l'État devrait être à même d'être à l'abri d'un certain nombre de besoins. Mais ce qui avait prévalu à l'époque, c'était ceux qui ont occupé de manière démocratique, à savoir ceux qui ont été aux urnes, qui ont bénéficié du suffrage universel direct, parce que quelqu'un qui est resté 5 ans à occuper les plus hautes fonctions de l'État, après les 5 ans, comme vous avez posé la question tout à l'heure par rapport au ministre, vous ne pouvez pas demander à un ancien président de la République qui a été élu au suffrage universel direct de chercher du travail. Donc voilà pourquoi un certain nombre de privilèges et de droits ont été concédés à cette personnalité-là et au Premier ministre. À l'époque, ceci n'avait pas été bien vu. Il y a eu un tollé de beaucoup de personnes issues de la classe politique, de la société civile, qui n'avaient pas bien vu la question. Je me rappelle que ceci a fait l'objet de discussions au Conseil des ministres. Et le Premier ministre, Evans Paul, à l'époque, avait jugé nécessaire de ne pas appliquer l'arrêté. Mais je précise que l'arrêté n'a pas été abrogé. Mais on avait décidé de ne pas appliquer l'arrêté dans toutes ses composantes. Ça veut dire que ça ne va pas déranger l'ordre des choses si l'arrêté n'était pas... Non, j'essaie de faire l'historique de ceci. Oui. Donc, au départ, l'arrêté visait d'abord les chefs d'État élus, parce que, Wendell, après tout, la présidence provisoire, ça devrait être une exception dans la construction d'un État de droit, de la stabilité des institutions. Le provisoire, on ne pourrait légiférer sur une question provisoire. C'est une exception. Si vous vous rappelez, au niveau de la Constitution, à un certain moment, il avait été prévu qu'un président provisoire ne devrait durer que 90 jours. 90 jours. 90 jours. Donc, quelqu'un qui... Bon, ça, c'est le cas où le président en fonction arrive à mourir ou bien à être empêché. On ne peut pas prévoir qu'on va passer de provisoire en provisoire. Il faut qu'on arrive à un certain moment où ce sont des élus qui remplacent des élus. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des motivations de l'actuel président de la République? Bon, en tout cas, je ne suis pas dans le cercle rapproché de l'actuel président, quand bien même il m'arrive de parler au chef de l'État, mais je peux vous dire que moi-même, je regarde ça de loin et je ne suis pas choqué parce que il y a lieu d'apporter un certain nombre de correctifs, et ceci ne se fait pas en Haïti. François Hollande, avant son départ en 2016, il a pris un arrêté où il a dégraissé les privilèges et les droits qui étaient accordés aux anciens chefs d'État. Moi, je voudrais préciser que j'ai entendu beaucoup de gens parler de droits acquis. Il faut nettement établir une différence entre des droits et des privilèges. Les droits ne sont pas des privilèges. Je n'ai pas eu la chance de passer au pain fin l'arrêté qui a été pris au Conseil des ministres la semaine dernière. Mais il faut faire une différence entre droits et privilèges. Les droits, il paraît que les droits sont garantis et sont maintenus. Droit à des pensions, droit à salaire. Mais ce qui a été modifié, il paraît que ce sont des privilèges. Oui. Les privilèges ne sont que des courtoisies. Ce sont des courtoisies, amants, secrétariat, etc. Naturellement, la sécurité est de droit. Même le simple citoyen a droit à la sécurité.
Si vous avez été chef d'État, vous avez droit à la sécurité. Si vous avez été Premier ministre, vous avez droit à la sécurité. Mais l'État peut, dans un souci de rationnement des dépenses, peut décider à un certain moment de diminuer les privilèges qui ne sont que des courtoisies qu'on peut vous donner, qu'on peut vous enlever. Et attends, moi, c'est comme ça que je le vois. Un autre arrêté qui fait couler pas mal d'encre également, c'est l'affaire de la sécurité foncière. Cette fameuse brigade constituée. D'abord, la question de l'insécurité foncière en Haïti, en tant qu'avocat, en tant qu'ancien ministre de la Justice, comment vous comprenez ce qui se passe, cette situation? Avant même de répondre à la question relative à la mise en place de la brigade. Bon, les problèmes immobiliers ne datent pas d'aujourd'hui. Ça remonte à notre indépendance. Et l'histoire retient que Dessalines a perdu sa vie en raison du fait qu'il avait ordonné la vérification des titres de propriété pour les nouveaux libres qui estimaient que les généraux, les colonels qui estimaient que la propriété, étant donné qu'il y a toujours une course vers la propriété, et lorsqu'il a ordonné la vérification des titres de propriété, mécontent, il y a eu un complot qui a malheureusement, qu'on a connu, et Dessalines a laissé sa peau. C'est bien malheureux. C'est pas lui qui a eu à dire, et ceux dont les pères sont en Afrique, est-ce qu'ils n'auront rien? Est-ce qu'ils n'auront donc rien? Parce que justement, les anciens libres, les nouveaux libres, et ceci date de notre indépendance, et c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Bon, il faut dire aussi, au niveau de notre législation, la législation haïtienne qui a traversé tout le temps qu'Haïti a existé, la propriété a toujours été considérée comme le bien le plus important. Donc, il y a toujours une course vers la propriété. Mais malheureusement, on n'a jamais pu établir un système cadastral où on sait à qui revient telle ou telle propriété, et ceci a traversé toute notre histoire. Aujourd'hui, malheureusement, ça continue encore, et la faiblesse de notre système judiciaire, la faiblesse cadastrale, et il faut appeler un chat par un chat. Nos institutions sont gangrénées par la corruption. Les gens qui, normalement, sont placés pour établir les droits et ne sont pas au-dessus de tout soupçon, à savoir, je dis certains, policiers, juges, magistrats, avocats et parlementaires, et ceux qui se retrouvent dans la plupart des institutions sont souvent des complices de gens, de squatteurs qui veulent s'accaparer indûment et illégalement des biens appartenant à autrui. Est-ce que vous pensez, Monsieur le ministre, qu'une simple brigade, une simple structure composée évidemment de plusieurs entités de la police nationale arrivera à endiguer ce fléau, à mettre un terme à ces pratiques? Vous savez, dès l'instant où un problème concerne une grande majorité de gens, ça devient un problème public, un problème d'État. Et ça, au niveau de la perception, c'est très important. Il faut que l'État montre qu'il ne cautionne pas et cette manière de faire, à savoir squattériser, voler les terres et s'accaparer indûment et illégalement des biens d'autrui. Donc voilà pourquoi je salue la mise en place de cette brigade. Espérons que ça va donner des résultats. Il faut que quelqu'un est menacé dans sa propriété, que cette brigade puisse intervenir rapidement en attendant que la justice dise le mot du droit. Quand c'est un sénateur de la République, par exemple, qui débarque avec ses hordes, avec des civils armés, et qui se trouve sur un terrain qui n'appartient pas à ce dernier. La justice est et devrait être cette femme aux yeux bandés. Et lorsque les yeux sont bandés, on n'a pas à distinguer qui est voleur de terre ou qui ne l'est pas. Quel que soit votre statut, quel que soit votre grade, que vous soyez sénateur, ministre ou quoi que ce soit, il faut que la loi sévisse contre vous. Et on attend les actuelles autorités pour voir si cette brigade va être traduite dans les faits, parce que
Wendell, quand une famille haïtienne travaille toute sa vie, et des fois vous connaissez la réalité haïtienne, c'est à 50-55 ans qu'une famille réussisse à avoir un minimum d'économie pour mettre sur pied une propriété, un terrain, une construction qui souvent est inachevée et la personne aménage dans cette propriété. Et puis un bon matin, quelqu'un se présente et décide vous demande de déguerpir. De déguerpir. Ça, c'est l'injustice la plus criante. L'État et le gouvernement ne sauraient tolérer pareille chose. Voilà pourquoi je salue la création, mais on attend les résultats. Il faut que les résultats soient concrets naturellement. Il n'appartiendra pas à la brigade de dire le mot du doigt. Il appartient à la justice, mais on espère que les autorités judiciaires, à savoir juges, commissaires du gouvernement, la police, se mettent au travail et va au-delà. Moi, en dépit du fait que je sois avocat, je suis respectueux des règles de droit, des procédures, mais à un certain moment, il faut que l'intérêt collectif fait preuve d'homme d'État au-delà d'une question procédurale, regarder en quoi les intérêts de l'État ou les intérêts de la collectivité sont protégés. Maître Casimir, dernièrement, tu as gagné des acteurs qui étaient chita justement côté et qui t'ont débattre une question. La justice, la police arrête, la justice libère. En pile débat, en pile question, et gagné des plus hautes autorités de l'État qui est abondé dans le même sens là. Ou même en tant qu'avocat et qui opinion de question ça? Est-ce que d'après moi, vous pensez que la justice a libéré le monde que la police a arrêté? Et si Paul l'a fait comme ça, c'est parce que il y a plein de monde qui a des désaccords par rapport au fait que la justice a libéré. Je n'ai jamais priorisé pareille approche parce que j'ai toujours été convaincu que la police et la justice sont deux maillons d'une même chaîne. Il faut que ces maillons se renforcent pour servir les citoyens. J'estime que ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la professionnalisation de la PNH. Quand j'étais vice-président du CSPN, je n'ai jamais raté une occasion de féliciter la police et de travailler au renforcement et la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. À ce niveau, il y a eu, je peux témoigner, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits et toute mauvaise graine, ils ont essayé autant que possible de mettre dehors et sanctionner. Il y a un effort qui se fait. Au niveau de la justice, l'effort est beaucoup plus lent. Je pense qu'au niveau de la justice, chaque magistrat devrait faire une introspection et regarder quel est l'intérêt de l'État, quelle est la perception. Trop souvent, on se perd dans les dédales de la procédure pour soit donner raison à X ou donner raison. Pour une virgule, pour une pécadille, des fois, il arrive que la justice libère sous prétexte compris qu'il faut appliquer la loi. Mais au-delà de la loi, par exemple, dans le système common law, on dit stare decisis, le juge dit la loi. Le juge est capable de sortir des arcanes de la procédure pour regarder, est-ce que la justice est un idéal pour regarder qu'est-ce qui est juste. Mais souvent, ça fait défaut et la perception donne que la police arrête, la justice libère. Mais il faut dire aussi que des fois qu'il y a d'autres motivations. Mais il y a nécessité pour qu'il y ait une symbiose, d'autant plus que ce n'est pas sans raison qu'au niveau de... Bon exemple avec vous, monsieur le ministre, c'est quand par exemple un juge dit « allez, pas recommencer encore ». Libéraux, mais pas recommencer encore. Ah, ça c'est un scandale. Un juge ne peut pas dire ça. Un juge ne devrait pas dire ça. Et s'il le dit? Et s'il le dit, il en fait les frais. On prend une petite pause et puis nous retournons. Grand dossier que nous avons abordé avec pour permettre aux auditeurs de bénéficier, si possible, d'éclairage sur cette question. Cette histoire des propriétaires de stations-service ou encore de compagnies pétrolières qui ont un mandat qui est décerné contre eux parce qu'ils ont fait des transactions en dehors des normes. Vous êtes d'accord à intervenir sur ça? Je n'ai pas toutes les données, mais bon, s'il s'agit d'une question qui concerne la justice, pourquoi pas? Eh bien, on verra cela après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, l'ancien ministre de la Justice, également ancien ministre des Affaires étrangères,
Monsieur Pierre-Richard Casimir est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous, Maître Pierre-Richard Casimir, ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Où sont les questions de là avant de passer notre observé pause là? Oui. C'est question mandat et qui t'a décerné contre des responsables de compagnies pétrolières en Haïti. Information qui est disponible, tu as fait quoi que gain des commandes qui t'a faites en dehors des normes et que pas selon les procédures à suivre. Donc d'abord, est-ce que l'État haïtien est capable de décerner mandat derrière responsable? Bon. Ou est-ce que c'est des fautes, est-ce que c'est des infractions graves ou bien des délits graves que ça oui? Bon, c'est un sujet d'actualité. Moi, j'ai une possibilité de lire à travers les journaux, à travers les médias sociaux. Et aussi, j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec plusieurs confrères qui sont concernés sur ce dossier. Certains responsables d'État sur question ça. Et il paraît qu'il y a eu des échanges entre compagnies pétrolières et BMPAD qui chargeaient pour faire des commandes. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de mal-donne, beaucoup d'incompréhension de textes par rapport à la question. Ça, information disponible, justement, laisser croire que l'État a attribué à appel d'offres. Semble-t-il, il y a des gens qui ont gagné appel d'offres là. Il paraît qu'il y a eu des informations qui laisseraient croire que Raffinerie qui était pour approvisionner et pays en carburant était brûlé et fort de ceci, l'État, dans un souci de prévention, selon l'information que je lis, a décidé de placer des commandes. Mais l'autre compagnie a estimé que une fois que l'information a été arrivée, l'État était supposé retourner vers eux pour que eux aient placé commande. Donc moi je pense que honnêtement, l'État avec compagnie ça était supposé continuer le travail pour que il y a une harmonisation parce que ces compagnies-là sont dans le pays depuis des années et l'État qui gagne un produit aussi stratégique, tant que le pétrole là, nous pas qu'à permettre nous que parce qu'il y a un différent au niveau de l'interprétation des textes. Pour que nous créions un litige et puis ces populations qui... Alors, vous avez besoin de connaître, bateau ça, qui était gagné cargaison ça, est-ce que bateau ça, il a toujours? Sur l'information que je gagnais, la justice saisit bateau ça et un coup, ça, parce que j'ai ministre de justice, il y a des bateaux qui sont saisis, ne serait-ce que pour l'entretien de bateau qui est immobilisé, ça coûte de l'argent. On parle dans ce cas-ci de 20 à 40 000 $ au quotidien. Que le bateau a supposé payer des frais d'entrepôt, des frais le fait que le camping a des frais, mais aussi pour l'entretien du bateau, parce qu'un bateau, par exemple, le moteur n'a jamais été. Là, nous parlons de confiscation, c'est-à-dire que côté là, c'est là l'obligation, pas qu'à déplacer, il est sous l'État saisi, c'est ça? Oui, ça a été saisi. Il y a eu, semble-t-il, mais sur l'information que j'ai, il semblait que l'ordre de commissaire du gouvernement qui saisit parce qu'il estimait que il n'y a pas de passer par voie habituelle. Moi-même, je ne vais pas dire voie illégale, mais par voie habituelle de commander, il n'y a pas de passer par là. Et dans le cas ça, qu'adviendra-t-il de cargaison lui-même? Je pense qu'il y a une nécessité pour que deux parties au Chita, pour que jouent un terrain d'entente au mieux des intérêts de l'État et au mieux des intérêts de la population, parce que dans le pays, côté que n'a encouragé l'investissement, ce sont quand même des multinationales qui là sur ce territoire-là. Total, c'est une compagnie française. Sol, on croit qu'il y a des intérêts américains là-dedans. Récemment, il paraît que Dinasa avait fait l'objet de transactions. Ça devient une compagnie française. Et moi, je pense qu'il y a une nécessité pour que l'État haïtien et deux compagnies chita ensemble pour que nous ne voyions des mauvais signaux par rapport à des questions d'investissement. Mais quoi des problèmes jusqu'à présent? Pour qui ça, problème non, il n'y a pas de solution là-dedans? Pour qui ça, deux parties n'ont pas arrivé chita dans l'intérêt des deux, puisque c'est des partenaires quand même? Je ne suis pas à l'intérieur, mais moi, je pense qu'il y a une nécessité pour que ça fasse. Il y a une nécessité pour que ça fasse parce que il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on gagne une zone aussi sensible et puis pour qu'il y ait un flou
ouais, l'État a composition. Et bon, je suis heureux de voir que le ministre des Finances, dans ses sorties, il dit qu'il n'y a pas de litige puisqu'il est condamné à travailler avec les compagnies pétrolières. S'il y a eu des erreurs, il faudrait le corriger pour l'avenir. Mais ce qui a été fait est déjà fait. Il faut que les morceaux soient recollés de telle sorte que les compagnies et l'État jouent un modus operandi qui pas écraser intérêt. Parce que ce sont des investisseurs, ils donnent du travail. Et l'État a pour mission pour l'encourager, fonctionnement normal des Dans entreprises. cas ça, qui partie qui est véritablement impliqué dans la question ça? C'est BMPAD, BMPAD, les compagnies pétrolières. BMPAD, ministère des Finances, qui c'est le ministère de tutelle, et BMPAD, et les compagnies pétrolières. Et puis bon, la justice est là-dedans, puisque apparemment, il semble qu'il y a eu des mandats qui ont été émis pour importation illégale de pétrole. Donc, vous parlez d'importation. Oui, parce que l'importation fait venir. Non, illégal. Non, mais là, faut me dire que dit ça. Non, mais c'est illégal, là, importation illégale. Là. C'est ce que le commissaire du gouvernement avait déclaré sur les zones. L'importation n'est pas de préférence irrégulière. Moi, j'aurais tendance à dire que l'importation hors norme. Hors norme. C'est-à-dire hors des habitudes. Maintenant, il y a un autre cas, c'est que gagnons une décision de justice qui... Quel que soit Jean Ouelli, c'est qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord entre Jean gouvernement Ouel et Jean compagnie Ouel. Mais maintenant, on dit que il y a des frais. Ah oui, Il y a des frais. Quand lors un bateau qui est immobilisé, un bateau en général, lorsque dans la mer, surtout s'il y a des cargaisons solides en action, il dit toujours à marcher. Et ça, il y a des frais énormes. Et entre 20 à 40 000 $, c'est ce que coûte aujourd'hui. Donc il faut que. Un litige, la justice a été inventée pour mettre fin au litige. À un certain moment, il faut quelque chose, il faut que la trancher. Ministre Justice Pierre-Richard Casimir, c'est qui ça comme héritage dans le système? J'ai été ministre de la Justice dans conjoncture pas facile. Pas oublier que c'était à la fin du mandat du président Martelly. Et à ce moment-là, on faisait face à toutes sortes de situations difficiles où une bonne partie de la classe politique n'était pas voulu aller à l'élection et a fait tout ça possible pour empêcher que l'élection soit faite. On a résisté, on n'a pas été dans les excès et on a quand même eu une fin pacifique. Moi-même, comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique, on a une fin pacifique. Il n'y a pas eu de débordement comme beaucoup de gens. Il y a eu certainement certains écarts, mais on a été assez lucide qui permettent qu'il n'y a pas eu de vague d'arrestation, quand bien même il y a eu beaucoup de provocations. Et bon, malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu, ça a débouché sur la transition, même s'il s'agissait d'une stratégie qui devait nous emmener vers la transition, parce qu'on a tout fait pour nous emmener vers la transition, mais je profite pour dire que, Wendell, il y a une chose que je ne dis pas souvent, puisque j'interviens de moins en moins à travers les médias. J'ai toujours été convaincu de la sincérité des élections que nous avions organisées. On a crié au magouille, on a voulu faire croire qu'on avait manipulé les résultats et l'histoire, en si peu de temps, nous a donné raison. Moi, je pense qu'au niveau du gouvernement, nous avons créé les conditions pour qu'il y ait des élections. Et un an plus tard, qu'est-ce que nous avons constaté? Le même candidat qui avait gagné les élections a eu un score beaucoup plus grand. Sur le plan personnel, en tant que ministre de la Justice, c'est une satisfaction personnelle parce que j'ai toujours été choqué lorsque les gens disaient que ces élections étaient truquées. J'étais convaincu que ce n'était pas le cas et avec le temps, on a vu que ça ne pouvait pas arriver à votre insu. On l'aurait vu. On l'aurait vu dans les détails. Qu'est-ce qu'on a dit? On a beaucoup parlé, la police, l'ambulance, etc. Mes amis, Wendell, on a vu dans une période de technologie. Je n'ai jamais vu une photo sur les réseaux sociaux de manipulation. Pour qui ça va jamais ça? Pas une fois.
Ça, et moi, j'ai été touché. Peut-être nous pas suffisamment habile parce que dans ce cas seulement. Parce que d'abord que facilement il y a d'abord une ambulance avec il y a d'abord une ambulance et puis au fond montage ils mettent dans ce cas seul bulletin dedans. On a eu écoute, il y a des bagages qui quand même qui choquaient l'intelligence. Quand tu as vu qu'on avait ordonné de reprendre totalement les élections, les mêmes électeurs ont voté pour les parlementaires. Ces élections-là, c'était pas des zombies, mais pour le président, c'était des zombies. Ça m'a choqué. Je n'avais pas réagi parce que, bon, à l'époque, j'étais en situation de responsable. On allait dire que, bon, je défendais, etc. Mais on savait qu'on n'avait pas manipulé les votes. Et les résultats, et le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, on va dire que les choses ont changé. Mais les faits sont là, les faits n'ont pas changé. Est-ce qu'on est capable de dire nous qui obstacle que nous te joignons dans la volonté que nous te gagnons pour mettre l'armée d'Haïti, pour nous mobiliser l'armée? Qui obstacle que nous te gagnons? Parce que là, moi, nous embrayé sur ça. Bon, et j'ai traité ce dossier beaucoup plus quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, on était assez avancé. Vous savez qu'on est un pays avec des ressources limitées. Et certains pays occidentaux n'avaient pas vu de bon œil la mise sur pied ou bien la remobilisation de l'armée d'Haïti. En dépit du fait qu'on avait eu certains pays comme le Brésil qui voulaient nous aider, l'Équateur qui voulait nous aider pour la mise sur pied de cette force qui est prévue par la Constitution. Mais les diplomates, certains diplomates de grands pays occidentaux ont toujours exprimé une certaine appréhension. Parce que non, mais aujourd'hui, ces mêmes pays existent encore. Et les diplomates aussi. Je pense que le temps a fait son œuvre. Il y a eu quand même des initiatives qui ont été prises. Par exemple, on s'est adressé à la CID, une institution qui est à Washington. Il y a plusieurs pays qui sont impliqués là-dedans. Ils sont venus en Haïti. Ils ont donné un coup de main pour le livre blanc sur l'armée. Sur la nouvelle force, ça a eu un aspect participatif, ce que serait une armée aujourd'hui. Et à un certain moment, je me rappelle avoir été approché par un haut diplomate brésilien pour dire qu'il paraît que les réticences commencent à diminuer au niveau de certains grands pays occidentaux qu'on pouvait avancer. Est-ce qu'on peut inscrire ce qui se passe aujourd'hui dans une dynamique de continuité? Bon, ça a été un engagement électoral du président Martelly, malheureusement, qui a quand même initié le processus avec tout ce que je viens de citer. Ça a été repris par le président Jovenel Moïse pour la mise sur pied, je dis la mise sur pied, mais pour la remobilisation des forces armées d'Haïti avec d'autres missions, cataclysmes naturels, etc., etc. Il y a des spécialistes qui s'y connaissent mieux. Bon, je pense que l'affaire a fait son chemin. Hier, il paraît qu'il y a eu l'inscription, l'inscription a débuté. Bon, il faut avancer parce qu'aujourd'hui, l'armée partout n'a plus la même mission aujourd'hui parce que les institutions internationales quand même ont réussi tant bien que mal, comme les Nations Unies, l'OEA, les institutions régionales en Afrique, en Europe, ont réussi à garantir la paix et la sécurité internationale. Ce n'est plus l'armée qui intervient au premier chef. La diplomatie quand même contribue à maintenir un climat de paix et de sécurité au niveau international. Ce n'est plus la première mission de l'armée. À votre avis, mobilisation, l'armée, les bienvenus avec le départ de la MINUSTAH? 15 000, je pense que 15 000 policiers aujourd'hui, l'effectif de la PNH aussi autour de 15 000. C'est insuffisant pour garantir la sécurité à l'intérieur. Et remarque, au fur et à mesure, au départ, je me rappelle lorsque la police nationale d'Haïti venait de naître dans les années 95, et on disait qu'ils pouvaient utiliser que des armes de poing, mais au fur et à mesure, il y a eu des corps spécialisés, et nous, comme M. Reléo Manchelong, beaucoup de divisions, beaucoup de corps d'unités au niveau
de la police qui utilisent des armes appropriées parce que les bandits n'ont pas dormi. Les bandits ont utilisé de grosses armes. Faudrait-il bien que vous soyez en mesure de contrecarrer les bandits. Donc, nous pas on fait beaucoup d'hypocrisie autour de la chose. Il y a un renforcement du dispositif de sécurité de moyens au niveau de la PNH. Bon, que l'on appelle l'armée ou pas, il y a nécessité quand même de faire face au développement de terroristes, etc. Monsieur Casimir, alors pour me prendre un dernier mot sur l'employé là, quitte ce terrorisme, quitte la police, quitte l'armée, quitte ces communautés internationales, il y a des questions que le monde a posées aujourd'hui là. Est-ce que ça c'est le problème du citoyen haïtien? Le vrai problème du citoyen haïtien, est-ce que ce n'est pas l'insécurité? Insécurité, ou être la KO, bandit débarquer la KO, yo ligoté, yo tué, yo battu vente, ou à la banque, bandit attaqué, ou dans la rue, ou a circulé, de moment à d'autres capables victimes d'un balle perdu. Et bien que nous admettons que il y a un gros travail que la police nationale fait aujourd'hui. Mais vrai problème, nous, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas combattre l'insécurité sur toutes ces formes dans le pays aujourd'hui? Si oui, d'abord même, qui j'en arrivé dans une société côté qu'on a garanti qu'on sous-saute là pour arriver de l'autre côté, bandit, pas attaquer et puis après ça, pour elle, dans la rue, la circuler? Remarque que la question de sécurité, il y a des vagues, il y a des montées, il y a des descentes. À chaque fois que vous avez des vagues, tant bien que mal, les différents gouvernements qui ont succédé, y compris celui auquel j'ai appartenu, la Jodia, ils ont essayé de prendre des mesures pour que faire descendre. De temps en temps, le monter, de temps en temps. Mario-André Sol te dit que il y a un robinet, il a ouvert le ouvrir. Je ne suis pas partisan, je ne suis pas jamais d'accord thèse complot. Thèse complot, c'est facile. Je ne dis pas complot, non? Il dit qu'on robinet. Le complot veut dire quoi? Le complot, c'est que il y a 2-3 personnes dans le laboratoire qui décident un bon matin, il y a une nécessité pour telle raison, poser telle action. C'est ce que j'appelle la théorie du complot. C'est trop facile. Il faut aller chercher l'origine. Il y a des gens qui étudient la criminalité, des criminologues de criminalité. En Haïti, malheureusement, les conditions sont réunies pour que vous ayez une criminalité qui est très forte. Si peuple haïtien, citoyen haïtien, pas citoyen paisible, peut-être qu'on n'aurait plus de criminalité. Dans le pays, côté que il y a autant de chômage, autant de misère, et criminalité facile. Donc si nous avons besoin de résoudre sur le long terme, il faut que nous ayons une stabilité, il faut nous créer des jobs. C'est vrai que on va dire son service, il faut une sécurité d'abord pour créer des jobs. Mais jour où nous travaillons, la police avec faible moyen et que lien là, par exemple là où ils ont réussi à des résultats. C'est au prix fort, des policiers fait des sacrifices, ils pas rentrer la caillou, ils travaillent plus que nécessaire avec des frais ponctuels, mais la police peut-être. Wendell Léodore. Lorsqu'il y a eu le problème à la caille, on a fait face à la situation. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. À un certain moment, le budget de la PNH était essoufflé. Il n'y a pas de caquimbe encore. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Parce qu'on n'a pas de moyens aujourd'hui en termes de quantité et de moyens pour qu'il y ait une présence permanente sur nos routes nationales. Ou pas de ressources. Et pour gagner des ressources, il faut qu'il y ait plus de jobs, il faut que l'État perçoive plus de taxes. Et lorsqu'on prend taxe, ou mettez au service de certaines institutions, ou une meilleure gouvernance, ou font une meilleure utilisation des ressources de l'État. Les institutions de contrôle font travail pour que pas de détournement d'argent vers ailleurs. À ce moment-là, on aura un meilleur pays. Mais tout autant que nous pas travaillons, pour que nous renforcions les institutions. Ok, donc résoudre le problème de sécurité, c'est renforcer l'institution. Renforcer l'institution, contribuer à développement pays, faciliter l'investissement, créer des jobs, c'est ça que parce que c'est la criminalité. Ou qu'a fait le ponctuel. Aujourd'hui, il y a des efforts, il faut encourager. Au fait que ça dit que PNH ne font pas de travail. À un certain moment, de manière ponctuelle, ou après venir, pendant un certain temps, la baisser. Mais pour baisser sur le long, criminalité, il n'est pas sorti du ciel, il est tombé.
Il y a des foyers qui produisent criminologues qui tout ça. Donc ça veut dire que c'est gonti accalmie aujourd'hui, mais d'attendre qu'après-demain, la explosé. Non pas souhaiter ça. C'est ça que je me connais, monsieur le ministre. Qui sont proposés, par exemple? Qui le haïtien a quoi que les gens sont la caille, ils ne sont pas inquiétés? Qui le monde qui est à l'étranger? D'ailleurs, faut toujours tout gain qui interagir avec moi là, qui voit question moi pour oui. Qui le par exemple, mon la connaît que s'il arrive en Haïti, si on monde a osé faire on perpétrer un acte sous lui et que moun ça y a pas arrêté, l'a jugé puis l'a prend prison tout bon. Qui ça que tu as de fait aujourd'hui pour ça? Regarde, de temps en temps, ça arrive ou gagner des responsables, passer d'un responsable à l'autre qui prend si je me fais plaisir ça, qui prend responsabilité qui travaille pour que diminuer le climat d'insécurité. On a un commissaire, par exemple, Pétionville, il y a un problème dernièrement, bon, il a adressé rapidement, il a renforcé. Mais il varie dont personne au monde qui est responsable à l'autre, dont chef police à l'autre, dont DCPJ à l'autre, dont commissaire gouvernement à l'autre. L'apport des résultats sur le temps, moi-même, au-delà du conjoncturel, moi, je dis que c'est institution pour faire. Il faut que le PNH lui-même... Mais qui va commencer à renforcer l'institution? Il faut que tout citoyen haïtien, chaque monde, dans sa concerné, ait porté contribution. Parce qu'il faut que au monde où qu'on ait que Gondelin qui est intervenu, que le frère, que le sœur, quel que soit grade dans l'État, ou pas intervenu pour faire libérer. Il pose un acte, c'est pour punir pour ça le faire. Alors, sans question, par contre, sous songer à l'allusion que vous avez fait tout à l'heure, aujourd'hui, le citoyen haïtien se pose la question, est-ce que le problème de l'armée, est-ce que le problème de la police, si ce n'est pas des gens qui mettent un uniforme sur eux pour venir faire abus, et l'homme dit pour faire abus, ce n'est pas l'armée seulement qui a fait abus, la police tout qui a fait abus tout. N'importe quel corps, quelle entité capable de faire crime, faire n'importe quoi. En 2017, là-bas, ça va la mode encore. Mais le problème de l'haïtien aujourd'hui, c'est la sécurité. Bon, c'est ça, et ça, haïtien ont besoin de dire là. Ah, mais certainement, il faut que nous investissions beaucoup plus dans le niveau sécuritaire là. Il faut que nous ayons des investissements. C'est ça m'a essayé d'expliquer là. Il faut que nous investissions beaucoup plus. Parce que, j'espère que ça a grandi, le nombre a augmenté. Mais à un certain moment, l'MT ministre de justice, et m'a mis pression parce que l'insécurité a monté dans le Delma, j'ai été étonné de savoir qu'il y avait moins de 50 policiers affectés au commissariat de Delma. Et lorsqu'il y a 50 policiers qui sont affectés, qui s'est passé? 50 là, c'est une question de rotation, ils ne font pas rotation. 50 là, pas toujours de travail. Il y a une quantité créée dans le commissariat pour recevoir plainte. Et puis, il y a 2-3 dans la rue. Donc, si on divise ces chiffres par 2, il y a 25 qui toujours de travail. Et dans 25 là, on prend 5, 6, 7, 8 qui étaient dans le commissariat. Ça te fait 18 personnes dans la rue, dans Godelma. Qui le renforce, puisque on travaille dans la question de sécurité, ça a renforcé, ça a obligé à prendre des policiers qui sont affectés dans la circulation pour une meilleure présence. Et ça fait le gros événement comme ça. Par exemple, la veille des élections, on a eu ce qui s'est passé à Pétionville. Il y a eu la veille des élections au moment où on était en poste. Me frappait même sur table, me dit la police, ce n'est pas possible que les magasins soient détruits. Parce que bien privé garanti par la Constitution, enfin, le n'a traité de questions, la plupart des gens étaient déjà en dehors de Port-au-Prince parce qu'on avait un problème d'effectifs. Il y a un problème d'effectifs sérieux aujourd'hui au niveau de la PNH. Un problème d'effectifs et de moyens. Et il faut que, premièrement, on est d'accord qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, du simple policier au plus haut gradé au niveau de la PNH. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, mais il faut être conscient aussi qu'il y a un problème d'effectifs et un problème de moyens et de ressources. Et pourquoi les ressources? Tout est prioritaire en Haïti. L'éducation, la santé. Aujourd'hui, regardez, nous ne pas parler de ça. Il y a la grève au niveau des tribunaux. Monsieur greffier, huissier, audiencier, il y a des revendications légitimes qui méritent d'être satisfaites. Parce que c'est des gens qui travaillent dans des conditions difficiles, à salaire faible, ils ont besoin
des revenus qui sont proportionnels à service que y a là. Mais en même temps, pendant qu'on fait grève là, la justice, son service public. Je dis à la un paquet de monde qui est en prison, qui a besoin de juger. Les assises criminelles sont organisées chaque année. La loi prévoit au moins 2 fois, mais généralement organisées en juillet. Les assises criminelles ne peuvent être tenues à travers la République. Donc, un paquet de détention préventive prolongée, c'est déjà un problème criant. Il vient encore plus criant à cause de la grève. Donc, voilà pourquoi, dans le domaine ça, m'inviter le ministère de la Justice, les greffiers, à trouver un modus operandi. Parce que, en bout de ligne, qui sont les victimes? C'est citoyens. Alors, avant de poser une question sur la diplomatie, une question auditeur. Lorsque des prisonniers sont libérés par la foule sur ordre d'une autorité après décision du juge de la zone de les transférer au parquet, à quelle instance faut-il s'adresser? Vous prenez la question, je n'ai pas saisi. Oui, lorsque des prisonniers sont libérés par la foule. Bon, à la vérité, je ne vais pas trop comprendre la question. Non, je vais dire ça parce que libérés par la foule sur ordre d'une autorité. C'est ça. Sur ordre d'une autorité, après décision du juge de la zone de les transférer au parquet. Ok. À quelle instance faut-il s'adresser maintenant? Oh, mais c'est pas instance, même juste ça, lui-même, il faudrait identifier les meneurs, c'est une balle de foule. Il ne peut pas qu'à identifier tout le monde, les meneurs, il faut qu'ils arrêtent, ils sont acquis illégaux que commettent, il faut que ils ont demandé le concours de la force publique pour que le juge prenne disposition à arrêter les gens qui font ça, parce que la force doit rester à la loi. Parce que le juge, c'est le mot du doigt. Lorsque le juge prend une décision, c'est au nom de la République, et là, le juge prend une décision, il faut que le respecter. Et si vous n'êtes pas d'accord avec elle, il y a des voies qui tracées pour faire recours. Il n'appartient pas à faire vengeance privée, au monde pas de droit, fait tête de justice. Est-ce que Pierre-Richard Casimir, c'est un monde que vous êtes capable de consulter, par exemple, pour adresser les problèmes au niveau de la diplomatie, je dis en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, et même au niveau de la justice aussi. Là, je parle, par exemple, je parle des autorités responsables. Est-ce que Pierre-Richard Casimir a un coup de main dans ce sens-là pour aider à redresser Bon, pour avoir travaillé pendant longtemps au niveau de la diplomatie, soit comme conseiller général, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, et de par formation aussi, moi je pense que je développé un certain nombre d'expertises qui fait que moi j'ai une opinion sur certaines choses qui se passent au niveau de la diplomatie, quand bien même je ne sois pas en charge. Et je me vois bien comme consultant, son monde mandé, naturellement. Moi j'ai moins tête, j'ai certaines charges qui ne sont pas intéressées pour le moment. Mais si je peux donner une consultation qui ne lira pas la personne, ma opinion, parce que quand tu n'es pas en charge, ou qu'il y a des informations qui peuvent échapper, mais quand même, on a développé un certain nombre d'expertises, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans le domaine des droits, et d'autant plus que je suis avocat, pour activité professionnelle, et sur une base volontaire, sur une base, on est désintéressé, je peux, mais comme intéressé aussi, puisque je suis un professionnel. Oui. Alors, une question peut-être un peu moins qu'à poser. Aujourd'hui, là, les consulats, les ambassades, les représentations diplomatiques regorgent de gens. Et il y a un peu de monde qui, pratiquement, d'après l'information qui a circulé, qui n'a pas fait rien vraiment, qui est seulement passé toucher l'argent chaque mois. Vraiment, trop, c'est trop. C'est trop. Écoutez, c'est difficile pour parler de où, le mois est haïssa, disait l'autre, mais je résisté en pile. Je résisté en pile, l'homme des ministres des Affaires étrangères, pour que en pile pression pour demander. C'est légitime, parce que des fois, il y a mal abordé des questions, c'est tout à fait normal qu'on soit autorité, en pile fois, il y a chuté sous parlementaire, parfois à tort, et qu'ils font recommandation. C'est légitime, on parlementaire, là, l'élection, il y a pile de demande, ils utilisent le canal pour le demande. Alors, ça qui c'est comme si on a l'impression, moi-même, moi, suis parlementaire, au saut de 50, moi-même, 50 pas dans tout, obligé de... Ce n'est pas, moi, c'est la manière, c'est pas dans la démarche. Si mon sont parlementaires, ils sont députés, ils sont sénateurs,
il y a mandat, non pays qui a autant de chômage, il est légitime que le demander pour prendre trois mois. Pas pour prendre 3 mois, moi je pense que il y a tellement de monde qui est qualifié et que par exemple dans un pays tant que Brésil, il y a un quota qui est réservé à des nominations politiques, mais une grande partie c'est des gens qui font carrière. Maintenant, il faut que les gens travaillent pour pas le faire et puis il ne faut pas dépasser le budget. Je pense qu'on a été très loin de l'homme qui était budget, qui était qu'on payait dans la diplomatie aujourd'hui, il a augmenté au moins de 60%. Et c'est beaucoup d'argent pour l'État haïtien. Diplomatie, l'homme était là, il était coûté environ 125 millions de gouttes, qui était représenté à l'époque 3 millions, c'est déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a aussi entre 4,5 et 5 millions de dollars par mois pour payer le personnel et pour quel résultat. Donc, moi, je pense qu'il y a une nécessité pour qu'il y ait une réforme qui fait. On passe, mais naturellement, il faut aller au cas par cas parce que pour beaucoup de ces gens-là qui sont concernés, qui éventuellement m'écoutent, ils ont besoin de job là parce qu'ils ont une nécessité, ils ont une famille pour vivre. Mais il faut garder l'efficacité, peut-être qu'il y a l'autre bagaille que vous avez fait. Un dernier point, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que ça vous dit l'enquête sénatoriale sur la gestion des fonds Petro-Caribé? Je pense que dès l'instant où quelqu'un accepte d'occuper une fonction publique au plus haut niveau, il faut d'accord principe que vous avez pour rendre compte. Obligé de rendre compte à chaque fois et chaque fois qu'une occasion présentée. Ou un collègue ou les mêmes qui dit comme ça que les pour un audit général. C'est une façon de faire, c'est une façon de voir. Moi, je pense que vous avez obligation pour rendre compte. Et d'autant plus que la Constitution et le Parlement doivent pour enquêter sur tous les objets d'intérêt public. Maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire un audit général? Audit général? Dans l'esprit de... C'est le cas difficile. Non, mon guide là, audit général, ça veut dire qu'il faut passer à travers les comptes. Audit, là, veut dire qui ça? Est-ce que les dépenses sont correctes? Est-ce que tout est fait, tout respecté dans les normes? Il faut pas qu'il y ait parti pris. Ou regarder d'un côté, ou regarder de l'autre côté. Il faut regarder de tous côtés. Par exemple, il y a des gens qui pensaient qu'au niveau du Parlement, il faut qu'on regarde pour voir comment parlementaires dépenser comme l'autre. Mais ministre surtout, tous les ministres, il faut accepter le principe pour rendre compte. Donc, audit général, là, ça veut dire que passer au pays fin, questionner les ministres, mais il faut que questionner les parlementaires autour. Tout le monde. Mais est-ce que les parlementaires ne pas de comptable de données publiques? Non, le Parlement, pas les parlementaires. Le Parlement a un budget, une question, il faut que tout le monde rende compte. Même pas que les parlementaires n'ont pas de compte comme ça, naturellement. Il faut le faire dans les normes parce que l'esprit qui doit caractériser une enquête judiciaire ou bien parlementaire, il y a des principes généraux de droit qui pour la présomption d'innocence, l'impartialité, l'équité. Il faut qu'au départ, ça ou engagé, il n'y a pas un esprit partisan. Moi, j'ai toujours dit dans ce pays, il n'est pas normal qu'un gouvernement, parce qu'un gouvernement, on tient au Duvalier-Risque, qui est confortable à Duvalier ne peut pas être jugé. Et pour qu'on juge le président Aristide, on ne peut pas juger le président Duvalier. Il faut qu'on aboutisse à un certain moment où un gouvernement peut tout aussi bien, s'il y a des raisons qui justifieraient un procès contre Duvalier, les mêmes raisons doivent prévaloir pour un procès éventuellement contre le président Aristide. Alors, je prends ces exemples parce que c'est deux tendances en général qu'on oppose. Il faut que de manière équitable, tout le monde qui a fait face à la justice et que vous connaissez l'ordre devant la justice, ça, ou pas perdu au départ. Et que là, pas de main derrière, c'est où viser et que un tel protégé, un tel pas protégé. Il n'est pas normal. C'est un plaisir pour me détendre au matin et je pense que tout le monde prend note de l'information qu'on partage avec nous matin. Monsieur le ministre, nous souhaitons que nous puissions parler bientôt et qu'on soit disponible pour le public de Métropole. Toujours disponible pour vous. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin, Wanda. Le ministre Pierre-Richard Casimir, ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères. Merci, madame, monsieur de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.